Bonjour, je vais corriger l'exercice 1 du TD1. Donc voici l'énoncé. On étudie dans cet exercice une explosion nucléaire. Donc ces images sont issues d'un article scientifique. Donc c'est un essai nucléaire et ce qu'on voit c'est la boule de feu en fait qui est issue de l'explosion. Je vous fais remarquer que l'explosion elle est faite en altitude. Donc la bombe n'est pas posée sur le sol, elle est un petit peu surélevée. Pas de beaucoup, hein, d'une trentaine de mètres je pense. Hein, vous avez l'échelle, hein, donc 100 mètres, ouais c'est ça, une trentaine de mètres. Geoffrey Ingram aurait pu, à partir de ces images, déduire assez précisément l'énergie déployée par la bombe. Et donc là, on va refaire un petit peu sa démarche de manière plus simple, parce que je vais vous montrer l'article correspondant qui est un petit peu plus complet, hein. Mais nous, aujourd'hui, on fait juste un peu d'analyse dimensionnelle et on va suivre les pas de Geoffrey Ingram et on va retrouver l'énergie de la bombe. Alors, je vais vous montrer l'article. Alors, l'article, le voici. Donc, c'est un article qui a été qui a été soumis à un comité de lecture en 1949. Donc je vous montre rapidement l'article. On va pas l'objectif c'est pas de lire cet article avec vous. C'est en anglais évidemment. Vous avez le temps, le rayon en mètres. Le temps c'est en millisecondes. Je vous montre un graphe alors celui-là il nous intéresse. Parce qu'en fait dans l'exercice on prend 4 points de ce graphe. Donc évidemment je n'ai pris que 4 points parce que sinon c'est trop long. Ça prend trop de temps. En tout cas vous remarquez que les points ils sont bien alignés. Voilà. Quand on en prend plein, ils sont bien alignés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre que 4. Parmi ceux-là, enfin, c'est moi qui les ai choisis. Il y aura certainement celui qui est complètement à gauche, pas celui-là, celui-là, et celui qui est complètement à droite. Histoire de prendre les points extrémaux. Et je voulais vous montrer, voilà, il y a autre chose que je vous fais remarquer. Regardez, en ordonnée, c'est le logarithme du rayon. Il y a un facteur 5,5 devant. Bon, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Mais en gros, là, c'est le logarithme du rayon. Et là, c'est le logarithme du temps. Bon, l'article, je le mettrai disponible sur le Drive et en commentaire de la vidéo. Et donc, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Et on va commencer la résolution. Voilà. Donc, voici les images. Petite remarque, le fond apparaît noir parce que la boule de feu est très très lumineuse. Donc par comparaison, le fond, même si l'explosion est faite en plein jour, apparaît sombre. Donc c'est un effet vous connaissez bien en photographie. Donc la question 1, c'est on fait de l'analyse dimensionnelle, donc on prend tous les paramètres. Il y a l'énergie, la masse volumique de l'air. Alors ça c'est forcément un paramètre important parce que quand la bombe explose, la boule de feu elle prend de plus en plus de place. Et ce qu'elle doit pousser c'est l'atmosphère. Et l'atmosphère a une certaine inertie, hein, ça a une masse. Et donc c'est ce paramètre-là qui va en rendre compte. Il y a le rayon de la boule de feu qui est mesuré à partir des images. Et bien sûr le temps. Alors l'énergie, ça s'exprime en... Alors ça s'exprime en quoi? Donc quand vous êtes face à une unité, alors vous allez me dire c'est les joules. Seulement les joules, c'est pas une unité du système international, enfin une unité fondamentale. Hein, les unités fondamentales, c'est les kilogrammes, les secondes, les mètres, les kelvins, les ampères. Voilà, faut regarder votre cours, il y en a 7 en tout. Donc ce qu'il faut, c'est que le joule, il faut l'exprimer en fonction de ces unités fondamentales. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise une formule. Alors cela, je pense que vous la connaissez, hein, c'est l'énergie cinétique qui varie au carré de la vitesse. Hein, l'énergie cinétique est toujours positive, donc finalement le carré c'est bien parce qu'elle a une bonne propriété. La fonction carré, c'est que tout ce qui est négatif,
ça le rend positif. Donc que vous fassiez une marche arrière ou une marche avant, eh ben, c'est une énergie cinétique qui est positive. Vous avez de l'énergie. Voilà. Donc la masse, le facteur 1,5 je m'en fiche. La masse c'est en kilogrammes. La vitesse c'est en mètres par seconde. Et comme c'est au carré, ça fait des mètres carrés. Seconde moins 2. La masse volumique, ben, comme son nom l'indique, c'est des kilogrammes, mètres moins 3. Le rayon, bah, c'est une distance, c'est une longueur, donc c'est des mètres. Et le temps, évidemment, c'est des secondes. Donc à partir de là, ce serait bien de construire un paramètre qui n'a pas d'unité. Alors il y a différentes façons de procéder. Moi, la façon dont je vais procéder, c'est je vais y aller un peu à tâtons. Donc on pourrait me reprocher cette approche hein, qui est un peu voilà, c'est démerdez-vous en gros. Mais l'avantage c'est que ça ne me demande aucune introduction particulière. On essaye, en fait je vais multiplier et diviser ces paramètres-là. Et ce que j'espère, c'est qu'en mettant les bons exposants, eh ben, toutes les unités vont se simplifier. Donc ma démarche, c'est d'y aller comme ça, un petit peu, pas au hasard, hein, parce que sinon ça va prendre du temps, mais sans méthode particulière, trouver ce paramètre à dimensionner. Pour le faire vraiment rigoureusement, ce qu'il faudrait faire, c'est écrire E exposant alpha. Je vais l'écrire, mais je vais l'effacer aussitôt. Rho exposant bêta, R exposant gamma, T exposant delta. Et ce que je veux, c'est que ce truc-là, il n'est pas d'unité. Et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que E exposant alpha, donc ça fera des kilogrammes exposant alpha, des mètres exposant 2 alpha, des secondes exposant moins 2 alpha. Ensuite, il y a ρ, donc kilogramme exposant bêta, m exposant moins 3 bêta. Et quand je vais regrouper les unités entre elles, j'aurai un petit système d'équations où les inconnus ce seront alpha, bêta, gamma et delta. Et avec ça, ben il y a des méthodes qui permettent de résoudre ce genre de système d'équations et de trouver alpha, bêta, gamma, delta. Donc si on procède ainsi, on trouve de manière systématique le paramètre adimensionné. On arrive même à trouver exactement le nombre qui sont. Enfin, on est c'est beaucoup plus systématique comme méthode. Donc là, moi, je n'ai pas un objectif aussi ambitieux. Moi, c'est simplement, on en trouve un, et puis on va se rendre compte qu'il n'y en a pas d'autres, sans le prouver, hein, on va se rendre compte que ça va être très difficile d'en trouver un autre, et je vais m'arrêter là. Alors ce que je remarque, c'est qu'il y a des kilos là et des kilos là. Donc je suis à peu près sûr que s'il y a un paramètre indimensionné, il y a ça dedans. Sinon les kilogrammes ne vont jamais se simplifier. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à écrire l'unité de ce truc-là. L'énergie, c'est des kilogrammes, mètre carré, seconde moins 2, sur des kilogrammes, mètre moins 3. Donc ici, il y a peut-être un exposant que je ne connais pas encore. Et quand je regarde, bah, il y a déjà une simplification que je peux faire. Les mètres carrés et les mètres moins 3, la résultante, c'est des mètres puissance 5 au numérateur. Et les secondes moins 2, ils restent comme ils sont. Donc s'il y a des mètres puissance 5 au numérateur, ce serait bien de mettre le rayon puissance 5. Comme ça, les mètres vont se simplifier. C'est des mètres puissance 5. Et là, effectivement, tous les mètres se simplifient. Pour me débarrasser des secondes moins 2, bah, en fait, j'ai qu'à multiplier par t carré. Effectivement, c'est des secondes au carré. Et dans ce cas, je vois que les secondes se simplifient. Et bien, je l'ai mon paramètre.
adimensionné, hein, ce truc-là n'a pas d'unité. C'est- Alors, vous pouvez essayer d'en trouver un autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que vous allez en trouver un, en gros, ce sera le même que celui-là. Donc, par exemple, ρ fois r puissance 5 sur et carré, c'est aussi un paramètre adimensionné, mais il n'est pas indépendant de celui-là. Ce que vous allez vous rendre compte, c'est en cherchant un autre, et ben, vous trouverez toujours à une transformation simple près celui-là. Donc à la fin, bah, vous vous dites il n'y en a qu'un seul. Alors on pourrait le montrer, qu'il n'y en a effectivement qu'un seul. Donc nous, on va l'admettre. Donc finalement, t carré sur ρ r puissance 5 est un paramètre adimensionné. Adimensionné. Alors, je continue. Comme ce paramètre est adimensionné et qu'il est le seul, en fait, c'est une constante. Et donc, je l'ai noté alpha. Donc, E sur ρ t carré sur r puissance 5 égale alpha. Et alpha est une constante. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le rayon, parce que c'est ce que j'ai en fonction du temps, parce que c'est les données accessibles. Hein, les films sont accessibles, une partie sont déclassifiées, et donc on peut, ça c'est des informations qui sont disponibles. Donc on fait un petit calcul, là je le détaille. Donc ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté, ce terme-là de l'autre côté. Enfin, j'ai le membre de gauche, je le mets à droite, et le membre de droite, je le mets à gauche. Donc là je détaille vraiment les calculs. Hein. J'ai envie de dire, je les détaille même un petit peu trop. Donc r puissance 5, c'est égal à et carré sur ρ alpha. Et pour avoir r, je prends la racine cinquième, donc je vais l'écrire comme ça. Et j'ai encadré mon résultat. Voilà, donc ça répond à la question 1. Et à la question 2, on va montrer que pas, que ça marche bien en fait. Alors je vous fais remarquer aussi que le raisonnement qu'on a fait, finalement, est assez court et relativement simple. Hein, on n'est pas en train d'écrire des grosses équations, de faire intervenir plein de connaissances. C'est pas hyper compliqué. Hein, ça reste compréhensible. Donc pour démontrer, pas démontrer, pour montrer que ça c'est pas complètement idiot, on peut utiliser euh, de, on peut tracer la courbe, le rayon en fonction du temps. Et donc normalement, ce que je vais écrire, je vais l'effacer juste aussitôt. Le rayon en fonction du temps. Et quand vous tracez les points, ça fait un truc comme ça. Et puis vous pouvez vous dire t puissance 2 cinquièmes, hein, quand vous développez un petit peu. C'est presque comme racine de t, hein, puisque 2 cinquièmes c'est 0,4. Donc racine de t c'est t exposant 0,5, donc ça ressemble un petit peu. Donc il suffirait de prendre une courbe et de vérifier que en choisissant E, ρ et alpha correctement, les points ils se mettent à peu près suivant cette courbe. Si vous faites ça, c'est un petit peu délicat. Parce que des courbes comme ça, en fait, il y en a des tas. Par exemple, je pourrais vous prendre une courbe de ce style-là, 1 sur 1 plus t. Par exemple, si je trace cette courbe-là, euh, plus 1, sauf erreur. Ouais, je vérifie juste que c'est bon. Quand t égale 0, ouais, ça fait un truc comme ça. Ça t'enverra. Voilà, donc je pourrais, alors si j'étais mal intentionné, je pourrais dire oui, mais si ça se trouve,
Là, votre racine, je prends cette fonction-là, ça marche aussi bien, hein. Ça marche aussi bien. En choisissant correctement, en mettant des petits coefficients à droite à gauche, je pourrais m'arranger pour qu'il y ait une fonction ou une fonction exponentielle ou finalement n'importe quelle fonction qui ressemble à ça. Donc si vous vous y prenez comme ça, il y a de bonnes chances que vous ne soyez pas très convaincant. Donc ça c'est embêtant quand même si vous devez justement convaincre un auditoire. Donc là, une bonne façon de procéder, c'est de travailler en échelle logarithmique. En fait, c'est quand on a des exposants comme ça, en fait, il faut tout de suite avoir un réflexe, penser à la fonction log. Parce que la fonction log, elle a vraiment des bonnes propriétés vis-à-vis des exposants et des multiplications. Donc, allons-y. Donc, on prend le log décimal. Donc, je mets log 10 de cette expression. Donc, c'est log de R. Alors, la fonction log, à l'époque, tous les gens qui faisaient des études scientifiques la connaissaient. Parce que c'était utilisé dans les règles à calcul. Il n'y avait pas de calculatrice à l'époque. Et donc pour faire les multiplications, en fait on utilisait les produits des logs. Donc je ne vais pas vous faire l'histoire des sciences, hein, mais la fonction log, en tout cas à l'époque, n'importe quel scientifique qui avait un peu suivi des études scientifiques connaissait ce truc-là. Un cinquième, t exposant 2 cinquièmes, donc je modifie légèrement l'expression. Alors, quand vous avez un calcul comme ça à mener, faites les choses correctement, hein. C'est une égalité, donc si j'applique le log à gauche, je l'applique à droite. Ça donne ceci, donc j'ai un petit peu transformé cette expression. Et le log de R, il a des bonnes propriétés, la fonction log. Log de AB, c'est log de A, plus log de B. Donc ça donne log de R égale log alors ce terme là en fait je vais l'appeler C parce qu'il y a une constante qui m'intéresse, c'est E, donc il faudra que je me souvienne que ce truc là c'est ce qui m'intéresse. Rho et alpha, alpha on va la choisir par défaut égale à 1, parce que quand on ne connaît pas sa valeur, par défaut on prend égal à 1. Et puis rho, c'est le rho de l'air qui vaut 1 kg par mètre cube. À peu près, c'est 1,2 kg par mètre cube, mais je vais arrondir, 1 kg par mètre cube. J'aurais pu poser C égale ce truc-là. Juste ce truc-là. Hein, mais de toute façon, une constante, c'est une constante. Hein. Donc que vous posiez C, tout ça, ou C, tout ça, ça reste toujours une constante. Donc c'est juste, faut être juste cohérent avec soi-même. Hein. C'est-à-dire que si vous posez ce truc-là égale C, c'est ce truc-là qui vaut C jusqu'au bout de la résolution. Si votre camarade choisit que ça c'est C, et bien pour votre camarade, C ce sera ça jusqu'à la fin de sa résolution à lui, sur sa copie. Donc c'est un choix, donc voilà, j'ai fait le choix. J'appelle ce truc-là C. Je continue. Plus log de t exposant 2 cinquièmes. Et puis là, j'utilise une autre propriété des logs. C'est que log de a exposant x, c'est x log de a. Donc finalement, alors le C, je m'en occupe plus. Je fais aussi ça pour une raison très simple. C'est qu'au bout d'un moment, vous en aurez peut-être marre d'écrire un truc aussi gros. C'est quand même plus facile d'écrire C. Et puis de se souvenir, le moment venu, quand on aura trouvé la valeur de C, on se souviendra que ça vaut ça. Ça allège un petit peu l'écriture. Donc finalement, on a ce truc-là. Et quand vous avez ça, là aussi, c'est le coup d'œil à prendre.
Et bien, si j'appelle ça Y et si j'appelle ça X, et ben j'ai une équation de droite, une bête équation de droite. Et l'avantage des équations de droite, c'est que on arrive bien à voir quand les points sont alignés. Donc finalement, on va faire le diagramme suivant. Log de R en ordonnée et log de T en abscisse. Et donc on attend des points alignés. On attend des points alignés, donc on attend un truc de ce style-là. Donc normalement, il doit être parfaitement aligné. Et la pente de ce truc-là, ça doit être, et ici c'est 2/5. Donc c'est égal à 0,4. Voilà. Et l'avantage de cette représentation, c'est que si les points sont vraiment bien alignés, c'est beaucoup plus convaincant vis-à-vis d'un auditoire, déjà. Hein. Et la fonction log, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet aussi de capturer des phénomènes qui se déroulent sur des durées très longues. C'est-à-dire que les petits instants et les premières images, c'est au bout de c'est une fraction de millisecondes. Les dernières images, on est déjà 100 fois plus grand ou 1000 fois plus grand. Donc je vous laisse imaginer, vous placez des points sur un graphe, et si vous placez tous les points, le problème c'est que le point qui est à 0,1 milliseconde, il est complètement à droite de votre graphique, on ne le voit quasiment pas. En fait, il est planqué derrière l'axe des ordonnées. Avec l'échelle log, vous n'avez pas ce genre de problème. C'est comme si vous dilatiez les petites échelles et vous comprimez un petit peu les grandes échelles. Ce qui fait que vous arrivez à voir tous les points correctement. Et en plus, ils sont alignés. Donc là, c'est vraiment très intéressant de procéder ainsi. Donc on continue. Alors je vous montre, on est arrivé. Donc log de R, log de T. Les points doivent s'aligner selon une droite. De pente 2/5. Donc ce qu'on va faire, c'est construire ce graphique et puis vérifier qu'effectivement ça fait une droite, que ça fait une pente de à peu près 2/5, donc 0,4. Et on pourra en plus calculer C, et puis comme on connaissait, on pourra en déduire l'énergie qui est déployée par la bombe. Donc ici j'ai déjà préparé le tableau, donc ça c'est les données qu'on vous donne dans l'énoncé. On va calculer les logs. Alors, le log, ici ça fait moins 3,46. Après, moins 2,86. Moins 2,32. Moins 1,30. Ensuite, 1,41. Je vous rappelle que c'est le log décimal qu'on prend. 1,69. 1, alors j'ai pris le log décimal, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un autre choix, prendre le logarithme népérien pour les deux. En fait, ce qu'il faut, c'est soit on prend le logarithme népérien, soit on prend le logarithme décimal. Ça donne à la fin le même résultat. Je construis le graphique. Alors, je vais essayer de le faire bien. Hein. Voilà. On nomme les axes. Donc, si c'est log de R, log de T. Et pour que le graphique soit le mieux utilisé possible, on le gradue correctement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément apparaître le 0 dans le coin. Pas forcément. Des fois c'est bien de le faire apparaître, mais aussi en fait ça sert à rien. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que quand on construit le diagramme, que les points que l'on place se retrouvent dans un coin du diagramme.
Donc ça, c'est un peu dommage finalement, parce qu'on ne se sert pas de toute la place disponible. Donc ici on voit qu'on va de moins 1,30 à moins 3,46. Donc je vais graduer l'axe des temps de moins 1 à moins 3 et moins 4, de moins 1 à moins 4. Donc on va dire que le moins 4, je vais le placer ici. Le moins 1, je vais le placer ici. Donc il faut que je place moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça me ferait le tiers. Donc si on fait comme ça, là, ouais, c'est pas mal. Ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Évidemment, si vous avez une feuille quadrillée, c'est plus simple. Donc ça c'est pour le temps. Log de R c'est entre 1 et 3. On va dire, allez, entre 1,5 et 2,5. Entre 1,5 et 2,5. Alors ici je mets 1,5. Ici je mets 2,5. Du coup le 2 il est au milieu. Et j'ai placé chacun des points. Donc c'est parti. Moins 3,46. Donc ça c'est 3,5. 3,5 est ici. Donc moins 3,46 c'est par là. 1,41. 1,41. Donc je suis un petit peu. Donc c'est 2,5. Si 2 est là et 1,5 est là. Ouais, je suis un petit peu. En fait, donc le point il est. Je suis un petit peu embêté là du coup. Alors, je vais y arriver. Le 1,4 il est à peu près par là. À peu près par là. Donc le premier point, il est. Je vais le mettre en vert, il est ici. Donc les traits rouges, c'est juste des traits de construction. Ensuite, du coup, je peux l'enlever un petit peu. Ensuite, moins 2,86, 1,69. Moins 2,86, là c'est 2,5. Moins 2,5 c'est à peu près ici. Je gradue. Évidemment, je ne me place pas dans les meilleures conditions pour tracer le graphe. Donc là, je suis moins 2,86, c'est presque moins 2,9, donc je suis à peu près ici. À peu près ici. Et j'arrive à peu près à 1,69. 1,69, donc je fais la même graduation ici. Alors ici. Donc 1,6, 1,6, 1,69, donc on est à peu près ici. À peu près ici. Donc j'ai mon deuxième point qui est ici. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est aussi intelligent. Hein. Ce que j'aurais pu faire moi, c'est prendre un tableur. Je gagne un petit peu de temps et en plus c'est plus propre dans le tracé, mais bon. Moins 2,32, 1,82. Moins 2,32. Donc je fais moins 2,32, donc je suis à peu près ici. Et 1,82. Donc c'est 1,6, 1,7, 1,8, 1,82. Je suis à peu près ici. Donc le point suivant, il est ici. Et enfin, le dernier point, c'est moins 1,30 de 24. Moins 1,30.
Donc ici j'ai 1,5, moins 1,5. Je me rends compte que le moins 1 il n'est pas très bien placé. Il va être un tout petit peu vers la droite. Donc le moins 1 il est à peu près ici. Alors, donc moins 1,5 c'est là. Ensuite, moins 1,3. Donc c'est moins 1,3, c'est à peu près ici. Donc c'est pas extraordinaire hein, le tracé que je fais évidemment. De 24. Donc 2,5, ici c'est 2,3. De 24, je suis à peu près à la moitié. Donc il est là. Donc je répète, hein, si vraiment vous voulez faire les choses bien, vous le faites papier crayon, papier millimétré ou sur une feuille à carreaux ou sur un tableur, c'est beaucoup. Évidemment, vous ferez quelque chose de beaucoup mieux que moi. Et là, quand on regarde, bah, c'est quand même pas mal parce que. Allez, je vais mettre en jaune. Là, je vais à l'œil nu. Bon, je vais estimer que. Ouais, c'est quand même. Je recommence. Ouais, ça me semble pas trop mauvais. Ça. Allez, je recommence une dernière fois. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on vérifie déjà, c'est que les points sont à peu près alignés. Ah, donc ça dévie un petit peu. Alors, je peux mettre ça sous le compte de mon graphique qui est fait à la main. Donc, s'il y a des petits défauts. Et quand on fait sur le tableur, on voit quand même je crois qu'il y a un point qui dévie. Mais c'est quand même pas mal comme résultat. Ils sont quand même bien alignés. Et maintenant, j'ai mesuré la pente. Alors, pour mesurer la pente, ce que je fais, c'est que je prends par exemple un écart de 3, donc je pars d'ici. Là, je pars de moins 3, je vais jusqu'à moins 1. Donc quand j'avance ici, j'avance de 2 unités. Et ce qu'il faut que je regarde maintenant, c'est de combien je monte. Ah, c'est comme ça qu'on mesure la pente. Alors on regarde, ici je suis à peu près à 1,5, presque 1,6, à 1,58. Donc je vais mesurer la pente. Donc j'avance de 2 unités, donc je divise par 2. Je pars de 1,58 et j'arrive à peu près à 2,1, 2, 3, 2,33. 2,33. Donc je vais faire l'application numérique. Alors on va le temps de la faire. On trouve donc 2,33 moins 58. Ça fait 0,75 divisé par 2. Ça fait, je trouve, 0,375. Et c'est quasiment égal à 0,4. Si on fait en pourcentage,
on arrive, voilà, on a à peu près 6% de la bonne valeur. C'est quand même de 6%, ça va. C'est pas une détermination trop mauvaise, surtout que bon, ça a été fait à la main. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, donc pour ça, il faut que je continue l'axe des abscisses. Donc je place le 0. Donc le 0 il est à peu près. Je ne l'ai pas assez continué. Donc moins 1, donc de moins 2, moins 1, le 0, je dirais qu'il est là. Et l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque log de t vaut 0. Hein, c'est log de t qui est en abscisse, c'est pas t. Donc c'est lorsque log de t vaut 0. Et on va venir chercher. Alors il faut que je prolonge un petit peu ma droite. Je prolonge un petit peu la droite. Voilà, et je vais reprendre la valeur ici. Et donc il faut que je continue la graduation. Donc 2,6, 2,7, presque 2,8. Donc ce que ça veut dire, c'est que le C qui arrive ici, il vaut 2,8. L'équation de la droite, là, c'est Y égale à peu près 2,8 plus 0,375 fois X. Donc là, on a vérifié la pente, c'est à peu près 0,4. L'ordonnée à l'origine, c'est 2,8. Donc on peut continuer le calcul. C, donc c'est environ égal à 2,8. Et C, c'était égal, je vous le rappelle, log de E sur ρ alpha exposant un cinquième. Donc à partir de là, on peut en déduire grand E. Donc on fait le calcul. Je prends exposant 10, c'est la fonction inverse de log. Donc ça fait E sur ρ alpha exposant un cinquième. Ça fait 10 exposant 2,8. E, c'est donc égal sur ρ alpha. C'est égal à 10 puissance. Je multiplie par 5. C'est 10 puissance 2,8 fois 5. En fait, je mets toute cette expression exposant 5 à gauche et à droite. Et ça me donne combien, ça? Donc 2,8 fois 5, ça fait 10 puissance 14. Voilà, j'ai presque fini. Donc E, ça vaut ρ alpha, 10 puissance 14. Et ça, c'est égal à quoi? Sachant que ρ vaut à peu près 1 kg par mètre cube pour l'air. Alors la valeur, une valeur... Voilà. J'ai un petit problème. Voilà. J'en étais où? C'est un petit peu plus que ça. Que 1 kg par mètre cube. On est plutôt 1,2, 1,3. Et alpha, je ne le connais pas. Donc par défaut, on prend égal à 1, cette valeur. Par défaut, on prend alpha égale 1. Ça, c'est un peu... On voit les limites de l'analyse dimensionnelle. Hein. C'est qu'elle est incapable de vous donner la valeur de alpha. 10 puissance 14 joules. Et on peut s'interroger sur ce que ça fait
au niveau explosif. Hein, parce que les militaires, eux, ils comptent en équivalent de tonnes ou de masse de TNT. Donc on va regarder ça. Alors, pour avoir l'équivalent, une tonne de TNT, c'est à peu près 4 10 puissance 12 calories. Donc je vais utiliser cette conversion. Une tonne de TNT qui explose. Hein, le TNT, c'est un explosif. Je crois que ça a été inventé par Nobel, qui d'ailleurs a fait fortune et a fait profiter de sa fortune en créant le prix Nobel. C'est à peu près 4 fois 10 puissance 12 joules. Donc si on regarde, ça fait 100. Ah, c'est des petits calculs que je fais. Je fais 100 divisé par 4. Ça fait à peu près 25. Ça me paraît bien peu. Ah non, excusez-moi, c'est une kilotonne. Je me disais que ça faisait bien peu. Pour ça, je préfère. Donc ça fait à peu près. Donc là, je vais faire vraiment de l'à peu près. Ma calculatrice, elle indique 25 kilotonnes. Ouais, ouais, je vais mettre 25 kilotonnes. Équivalent TNT. Je vous laisse imaginer une bombe en gros qui pèse 25 000 tonnes. Voilà. Ça, c'est l'énergie libérée par la bombe que vous avez vue. Et ça, c'est rien du tout par rapport aux bombes qui ont suivi. Hein, la plus grosse bombe qui a explosé, c'est 1000 fois plus que ça. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que peut provoquer une telle arme. Et la course aux armements comme ça, au bout d'un moment, s'arrête, évidemment, pour plusieurs raisons. Un, quand vous faites les essais, ça devient problématique, hein, parce que c'est tellement destructeur qu'il faut se mettre à des endroits totalement improbables, où il n'y a absolument rien dans les environs. Et puis, autre chose, au bout d'un moment, ça sert à rien d'augmenter la puissance des armes nucléaires, parce que, en fait, vous envoyez une bonne partie d'explosion en fait se passe dans l'espace. Vous envoyez de la matière dans l'espace et évidemment ça sert pas à grand chose. Donc voilà pour cet exercice.